et merci d'avoir choisi le Morning pour vous informer. Ce matin, voici les titres à la une de l'actualité. Alexis Tsipras doit faire ses nouvelles propositions aux Européens dans la journée, mais les caisses des banques grecques se vident et inquiètent les nombreux touristes dans le pays. Faut-il arriver avec les poches pleines de billets cet été en Grèce? Réponse à suivre. La panne aura duré près de 4 heures. La bourse de New York a été paralysée hier. Tous les échanges suspendus. C'est le bug technique qui est privilégié, mais l'enquête suit son cours. Et puis alors qu'il se déchire depuis des années sur son maintien en vie, la famille de Vincent Lambert a reçu une convocation au CHU de Reims. Un pas de plus vers l'arrêt du traitement ou l'occasion d'un énième recours. Le débat sur le droit de mourir est en tout cas relancé. Et puis immersion également ce matin dans l'univers Chanel. Pour son dernier défilé, Karl Lagerfeld a recréé le monde du jeu et du casino. Mais chacune de ses collections est présentée dans un véritable tableau. Les images à suivre. Et alors qu'on s'apprête à s'installer sur la plage ou au bord de la piscine, on reviendra également ce matin sur les scènes de cinéma les plus torrides avec ses stars en maillot de bain. Ursula Andress, Romy Schneider, Scarlett Johansson. Ces images devenues cultes, ce sera en fin d'édition. Bienvenue à tous, c'est jusque ce soir, minuit au plus tard, que le Premier ministre grec devra donc formellement remettre ses propositions aux Européens. Alexis Tsipras a promis les premières réformes dès la semaine prochaine, en échange d'un nouveau prêt européen étalé sur 3 ans. En attendant, les banques du pays resteront fermées jusqu'au moins lundi prochain. Maxime Pérez. Le temps presse pour les pays membres de l'Union européenne. Face au risque d'effondrement économique de la Grèce, ils ont jusqu'à dimanche pour s'accorder sur un plan d'aide susceptible de maintenir Athènes dans la zone euro. Car le pire est peut-être à venir. Les experts financiers pointent la menace d'un chaos généralisé en Grèce si les créanciers échouent à s'entendre sur le renflouement du pays. Sans accord politique avec la Grèce sur un programme de réforme, la Banque centrale européenne a d'ores et déjà signifié qu'elle ne pourra pas continuer à soutenir les banques grecques. Depuis les États-Unis, la directrice du FMI, Christine Lagarde, a estimé mercredi soir qu'une restructuration de la dette était nécessaire, sous-entendant que le pays ne pouvait plus bénéficier d'un traitement de faveur. Nous restons pleinement engagés afin de trouver la solution qui sera la plus propice à notre mission, qui est d'essayer de rétablir la stabilité, la croissance et la viabilité de la dette. En attendant, les banques grecques resteront fermées jusqu'à lundi prochain. Et le plafond de retrait sera maintenu d'ici là à 60 € par jour et par personne. L'annonce a été faite par le ministère grec des Finances. La semaine dernière, le gouvernement d'Alexis Tsipras avait promulgué un décret instaurant le contrôle des capitaux et la fermeture de ses banques. Une mesure survenue après la décision de la Banque centrale européenne de geler la fourniture de liquidités d'urgence à la suite de la rupture des négociations entre Athènes et ses créanciers. Voilà, et toujours au sujet de cette crise grecque, cette fois en France, Manuel Valls a annoncé hier la tenue d'un vote à l'Assemblée nationale en cas d'accord avec la Grèce. Il se prononçait donc hier à l'Assemblée, l'occasion pour le Premier ministre de réaffirmer son opposition à un Grexit. Écoutez Manuel Valls. Le maintien de la Grèce dans l'euro et donc au cœur de l'Europe, dans l'Union européenne, c'est aussi, et vous le savez, un enjeu géostratégique et géopolitique de la plus haute importance. Ce matin, le gouvernement grec a soumis formellement sa demande d'un nouveau programme d'aide dans le cadre du programme européen de stabilité. Et je veux dire ici que cette demande, cette lettre, est équilibrée, positive. Elle fait preuve d'une réelle volonté d'avancer et de réforme. Voilà, et alors qu'Alexis Tsipras doit donc faire ses nouvelles propositions aux Européens dans la journée, je vous le disais, les caisses des banques grecques se vident et inquiètent les nombreux touristes. Alors faut-il arriver cet été les poches pleines de billets en Grèce? Réponse signée Solal Lazerwal. Les hôtels affichent complet. À la une de tous les journaux, la Grèce. Crise, référendum, Grexit. Mais la saison touristique ne souffre pas de cette mauvaise publicité. Athènes et son acropole, l'île festive de Mykonos, la Crète, les Cyclades, la Grèce attire toujours autant de touristes.
En 2014, ils étaient 24 millions de visiteurs, créant près de 40 milliards d'euros de recettes. Tous les hôtels sont complets. Nous n'avons pas de très grands hôtels, mais le tourisme en Grèce marche vraiment bien en ce moment. Le tourisme hellénique représente encore 20% du PIB grec. Cette manne économique n'est pas encore affectée par l'actualité. Toutefois, la situation évolue. En prévision d'une pénurie, la France recommande de prévoir des espèces ainsi que des médicaments. Le Quai d'Orsay anticipe. En raison des risques actuels d'attente aux distributeurs automatiques de billets, voire d'interruption momentanée du service de certains d'entre eux, il est recommandé aux touristes se rendant en Grèce de se munir d'espèces suffisantes. Certains touristes s'inquiètent déjà pour leur portefeuille. Il y a quelques problèmes pour les touristes avec l'argent liquide et les distributeurs de billets. Certains groupes partent parce que les paiements ne peuvent pas être faits à l'étranger. Concernant les Grecs, il y a des craintes, pas encore de problème, mais des craintes à propos de l'approvisionnement en nourriture et sur ce qui va arriver dans les 2 ou 3 prochaines semaines. L'incertitude plane autour de l'avenir de la Grèce. Dernier pan de l'économie encore intact, le tourisme grec est menacé. Le gouvernement grec propose d'augmenter la TVA sur les hôtels à 13%. Quant à la Troïka européenne, elle exige d'élever la TVA restauration de 13 à 23%. À ces mauvaises augures s'ajoute une nouvelle difficulté. Depuis le référendum, les réservations de dernière minute chutent de 30%. Et les Israéliens, eux aussi, raffolent des vacances en Grèce. Alors ont-ils, au dernier moment, changé leur plan? Écoutez. On est dans une économie globale maintenant, il faut être solidaire de tout le monde, je veux dire. Si on était dans leur situation, on aurait bien aimé qu'on nous aide, et voilà quoi, mais de façon intelligente, pas... On se dit que de toute façon, si on dépense là-bas, eh ben, on les aidera de cette façon-là. Non, je n'annulerai pas. C'est une situation difficile, mais de ce qu'on peut voir dans les infos, il n'y a pas d'émeute en Grèce, donc je ne vois pas de raison de ne pas aller là-bas. Probablement certaines personnes doivent passer un mauvais moment, comme les retraités qui vont chercher de l'argent dans les banques, etc. Mais pour les touristes, je pense que c'est un bon moment pour y aller. Pour moi, il n'y a pas de problème. Les prix sont peut-être un peu plus bas et chaque problème pour les uns, c'est une grande opportunité pour les autres. Vous savez comment c'est? Particulièrement les Israéliens, ils se disent « Ok, je peux économiser quelques shekels, partons en Grèce. Peut-être que je vais partir demain. » Voilà, des images signées Benjamin Le Souef. Et on prend tout de suite la direction d'Athènes où on retrouve notre correspondant Ismaël Merighetti. Bonjour. Alors les banques resteront fermées jusque lundi. La limitation de retrait d'espèces à 60 € est elle aussi maintenue. Est-ce que ces mesures commencent à se faire sentir sur la vie quotidienne des Grecs ? Effectivement, cette fermeture des banques a de nombreuses conséquences ici. Alors, on a tout d'abord ces files d'attente devant les distributeurs qui sont devenus des rituels quotidiens pour bon nombre de Grecs qui perdent beaucoup de temps à retirer leur liquidité. Et puis, il y a surtout aussi cette interdiction de faire sortir l'argent du pays. Et ça pose pas mal de problèmes. Alors, d'abord, pour les consommateurs qui souhaitent faire des achats sur Internet, impossible d'avoir accès à des sites internationaux comme Amazon, Apple ou encore PayPal, mais aussi et surtout pour les entreprises. Alors, celles qui exportent et qui ne peuvent régler le transport et le stockage à l'étranger, pour celles qui importent et qui ne peuvent payer leurs factures auprès de leurs fournisseurs internationaux, et puis pour toutes celles qui sont rattachées à des secteurs jugés superflus dans le contexte actuel. Ça peut être les entreprises de vêtements, de meubles, de voitures, et celles-ci sont désertées. Donc pour beaucoup, ces restrictions bancaires, il est temps qu'elles prennent fin, d'autant que les conséquences sur l'économie sont désastreuses. En 10 jours, la consommation aurait baissé de près de 70%, fragilisant bon nombre d'entreprises et les emplois qui vont avec. Alors, Alexis Tsipras va soumettre aujourd'hui ses nouvelles propositions de réforme à ses créanciers. À quel type de propositions faut-il s'attendre? Est-il tenu aussi par son opinion publique qui, on le rappelle, a voté massivement non aux dernières propositions européennes? Vraisemblablement, Alexis Tsipras est dans une logique de main tendue vis-à-vis de l'Europe. Ces propositions risquent d'être assez proches de celles des créanciers, notamment sur les retraites et la fiscalité. Mais ce qu'il souhaite, Alexis Tsipras, c'est un accord avec un espoir
au bout du tunnel. En fait, en d'autres termes, il est prêt à accepter et à faire accepter par son peuple la poursuite de certaines mesures d'austérité en échange de la promesse d'une renégociation de la dette. C'était une promesse de campagne, c'est devenu la ligne rouge que les Grecs ne franchiront pas dans les négociations. Le problème, c'est que cette ligne rouge est aussi une ligne rouge pour Angela Merkel, la chancelière allemande, qui a promis à ses électeurs qu'aucun contribuable allemand ne paiera pour aider la Grèce. Donc vous le voyez, le compromis et la sortie de crise sont encore loin. Voilà, ultimatum à ce dimanche. Merci beaucoup à Ismaël Merighetti depuis Athènes. Et puis on a tous en tête cette image devenue le symbole de cette crise grecque. C'est ce vieil homme en pleurs, assis par terre devant une banque. Maurice, l'histoire connaît un rebondissement. Effectivement, Barbara, on a tous vu cette photo qui a ému le monde entier. Elle a fait le tour de tous les médias. Je vous propose de la revoir. Eh bien, la photo qui a fait le tour du monde a ému un financier australien, James Koufos, 41 ans, originaire de Grèce du reste. Il a identifié Gorgios, un ami de son défunt père. James Koufos lance donc un appel à la solidarité sur Facebook et prend l'avion pour Thessalonique ce samedi avec une coquette somme en poche. On n'a pas spécifié la somme, mais, a-t-il dit, nous levons aussi des fonds avec plusieurs entreprises pour aider d'autres Grecs dans le besoin. Voilà, et ce n'est pas le seul acte de solidarité. On note également qu'un retraité a offert sa pension au Premier ministre. Et effectivement, Barbara, écoutez l'histoire de ce Chypriote Onifrios Michaelides, 88 ans, qui a décidé d'envoyer la totalité de sa retraite mensuelle, soit 505,65 € au Premier ministre grec Alexis Tsipras pour, dit-il, aider la Grèce à faire face à ses difficultés. On l'écoute. Je pensais qu'un petit geste de ma part pourrait pousser les autres qui ont plus d'argent que moi qui n'ai qu'une retraite, à aider ce peuple. Je ne m'attendais pas à ce qu'il m'appelle, mais 2 de ses collaborateurs m'ont appelé, dont M. Michalis Karagiorgis, et ils m'ont dit que le Premier ministre était très touché par mon geste. Et il l'a accepté ? Alors écoutez, malgré les promesses des collaborateurs du Premier ministre grec, Tsipras n'a toujours pas téléphoné pour remercier Onifrios Michaelides. Qu'importe, a-t-il dit, ce retraité chypriote espère que ce petit geste pourra donner l'exemple et encourager ceux qui ont de l'argent. Voilà, c'est le geste qui compte et on finit par ce dernier acte de solidarité. La plus grande boulangerie industrielle du pays offre du pain gratuit à tous les retraités. Effectivement, c'est la détresse des retraités qui fait la une en Grèce. C'est ces retraités qui ne peuvent pas sortir 60 € pour pouvoir vivre quotidiennement. Alors, la plus grande boulangerie industrielle du pays a décidé d'offrir du pain gratuitement aux retraités. Regardez qui ils sont, ils n'en croient pas leurs yeux. Comment passer la semaine avec rien, juste ma petite retraite que je n'ai pas encore reçue? Avez-vous entendu parler du pain gratuit pour les retraites? Je suis là pour cela, pour recevoir du pain. Je vous l'ai dit, je suis retraitée. Alors l'opération se poursuivra tant que les banques resteront fermées. En une journée, la boulangerie Vénétis a distribué 15 000 pains. Voilà pour ces histoires dans la grande histoire qu'est en train de vivre la Grèce. Merci Maurice. Et voilà donc ce que l'on pouvait dire ce matin de cette crise en Grèce, en France. Cette victoire de taille pour Jean-Marie Le Pen. La justice lui a donné raison dans la guerre qu'il oppose à sa fille. Il a obtenu hier l'annulation de la consultation militante du FN qui devait supprimer sa présidence d'honneur. Chloé Demoulin. Il fait tout pour rester sur la photo de famille du Front National et gagne la bataille en justice. Pour la deuxième fois, un tribunal donne gain de cause à Jean-Marie Le Pen et inflige ainsi un revers à sa fille Marine qui tente de le mettre à l'écart depuis plusieurs mois. La justice française a suspendu ce mercredi la consultation en cours au Front National visant à priver Jean-Marie Le Pen de son titre de président d'honneur du parti. La consultation par voie postale des adhérents devait continuer jusqu'à vendredi. Les juges ont souligné que Jean-Marie Le Pen n'avait pas été en mesure de s'exprimer. Ils ont donc ordonné l'interruption de la consultation, et cela jusqu'à l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire conforme au statut du parti. Le tribunal ne donne toutefois aucun délai au FN. Le fondateur de la formation d'extrême droite s'est réjoui de cette décision, se posant en victime d'une injustice. Son avocat s'est quant à lui félicité qu'une leçon de démocratie ait été donnée au Front National. Mais le parti a d'ores et déjà annoncé vouloir faire appel. Il y a une semaine, la justice avait déjà annulé la mise à l'écart de Jean-Marie Le Pen en tant qu'adhérent, décrétée par le Front National début mai à l'initiative de sa fille.
Attachée à dédiaboliser l'image de son parti, Marine Le Pen aura décidément bien du mal à se débarrasser de son père et des propos controversés qu'il distille régulièrement. Voilà, Jean-Marie Le Pen redouta procédurier. Aux États-Unis, la panne aura duré près de 4 heures. La bourse de New York a été totalement paralysée hier. Tous les échanges ont été suspendus, mais les autorités se sont voulues immédiatement rassurantes. Je vous propose d'écouter le secrétaire américain à la sécurité intérieure. Il y a eu des dysfonctionnements du système chez United Airlines, au New York Stock Exchange et au Wall Street Journal. Il semble que les problèmes chez United et la bourse ne soient pas le résultat d'une action malveillante. Nous avons moins d'informations à propos du Wall Street Journal, si ce n'est que leur système fonctionne de nouveau, ainsi que celui de United Airlines. Et à New York, on retrouve immédiatement notre correspondant David Benaïm. Bonjour, alors que sait-on, où en est l'enquête ? Bonjour, après plus de 3h30 de suspension d'échange, donc la bourse de New York a repris doucement les transactions. Hier, la division cyber du FBI, la commission de sécurité, la Maison Blanche, Homeland Security, tous les partis engagés dans la procédure d'enquête se sont prononcés à l'unisson sur un problème informatique interne lié en aucun cas à une attaque cyber. Le président du New York Stock Exchange ici à Wall Street a réaffirmé qu'il s'agissait bien d'un problème étranger à toute attaque extérieure et l'une des hypothèses de l'enquête viendrait du fait de l'installation de nouveaux logiciels la veille au soir qui serait la cause de cette interruption. Alors vous le dites, la piste de la cyberattaque a été immédiatement écartée par les services de sécurité intérieure. Pourquoi un tel empressement ? Les ordinateurs se sont bloqués à 11h30 du matin, 2h30 après que tout le système informatique de United Airlines ait cloué au sol plus de 800 avions et en effet domino retardé ou annulé plus de 5000 vols dans le monde entier. Alors pendant un moment on a cru à une cyberattaque massive, toutes les agences de sécurité se devaient de démentir un acte criminel le plus rapidement possible afin d'éviter tout vent de panique dans les médias et les marchés financiers. Cela n'empêche pas d'être prudent sur les résultats de l'enquête toujours en cours. Un tweet mardi soir du célèbre groupe de hackers Anonymous se posait la question suivante: je me demande si demain sera un mauvais jour pour Wall Street. On peut toujours espérer. Il reste donc toujours des pardons à éclaircir. Voilà, la question reste ouverte. Quelles sont les estimations, David, des pertes qu'a engendré cette suspension de près de 4 heures hier à la bourse de New York ? À cause de la panne, 700 000 transactions ont été annulées. Le Dow Jones a clôturé à moins 1,47%. Donc la situation n'a pas eu d'impact énorme sur les marchés financiers américains. Le Nasdaq est resté ouvert toute la journée et les brokers sont restés très prudents à la réouverture, avec seulement un tiers du volume d'actions habituel échangé jusqu'à la clôture. Les spécialistes économiques prédisaient une très mauvaise journée pour Wall Street à cause de la chute des marchés financiers en Chine et en conséquence au nom de la Grèce au référendum de dimanche. Donc on a vu, au vu des chiffres, l'impact est plutôt mineur. Merci beaucoup à David depuis New York. Et en Asie, autre vent de panique, le mot est désormais lâché. Le crash boursier est amorcé et Pékin ne parvient plus à l'enrayer. En un mois, près de, écoutez bien ce chiffre, 3 000 milliards de dollars de capitalisation se sont tout simplement envolés. Et la tempête actuelle est un test de crédibilité pour le pouvoir en place qui redoute une cascade de faillites de petits porteurs s'étant lourdement endettés en Chine. Anthony Lesme. Après avoir doublé en moins d'un an, la place de Shanghai a chuté de près de 30% en moins d'un mois. Si le monde a les yeux rivés sur la Grèce, la Chine inquiète aussi le monde de la finance. Les pertes accumulées en quelques séances sont 6 fois supérieures à la dette de la Grèce. Le marché chinois dispose d'un mécanisme appelé Trading Halt, arrêt de la transaction. Beaucoup d'entreprises sont limitées à 10% dans leurs pertes éventuelles. À cause de cela, nous avons vu que depuis quelques semaines, beaucoup d'entreprises chutaient de 10% tous les jours et la peur s'est installée pour beaucoup d'investisseurs. La progression du marché est probablement terminée et maintenant une certaine panique risque d'animer le marché chaque jour. Pour éviter la panique, les dirigeants chinois ont pris des mesures. La Banque centrale a annoncé il y a 8 jours une baisse inattendue de ses taux d'intérêt et ce week-end, Pékin a suspendu tous les projets d'introduction en bourse. Dans le même temps, les principaux courtiers et gestionnaires d'actifs s'engageaient à investir plusieurs dizaines de milliards d'euros dans les actions. Des mesures exceptionnelles qui ont fonctionné lundi. Les cours de la bourse de Shanghai ont augmenté de 2,4%, mais qui ont chuté mardi de 1,26% et mercredi de 5,90%. Toutes ces mesures ne sont pas très efficaces, sauf s'ils versent de l'argent dans le marché, ce qui permettrait de créer un intérêt à l'achat et d'ensuite stabiliser le marché. Mais même avec ces mesures, on n'est sûr de rien.
La production industrielle chinoise est à l'arrêt depuis plusieurs mois. Le ralentissement se confirme et la chute des actions chinoises ne peut qu'accentuer le mouvement en déprimant l'investissement. Un cercle vicieux dont Pékin a du mal à se sortir. Myriam, est-ce que ce crash boursier était prévisible? Est-on en train d'insister à l'explosion de cette bulle financière tant redoutée? Une bulle financière qui avait donné des sueurs froides ces derniers mois aux marchés occidentaux parce que ce qu'on craignait qu'il arrive a finalement bien fini par arriver, c'est-à-dire l'explosion de cette bulle financière. Alors on parle de 6% de baisse en clôture à Shanghai pour la seule journée de mercredi, mais il faut préciser que ce sont 30% pour les places financières chinoises en 3 semaines et que ça représente 3200 milliards de dollars qui se sont littéralement évaporé avec ces chutes des marchés financiers. Et pourtant, les autorités chinoises n'y vont pas de main morte et puis elles, des autorités très intrusives, on le sait bien, sur l'économie de façon générale. Alors plusieurs mesures qui ont été mises en place. La première, des compagnies d'assurance qui peuvent placer encore plus d'actifs pour les pousser davantage à en acheter, plus de lignes de crédit aussi aux maisons de courtage, ce qui représente en fait une injection fictive de fonds supplémentaires dans la bourse chinoise. Et puis les groupes étatiques qui n'ont pas le droit de vendre des actions. Alors pourquoi ça continue à dégringoler? Eh bien parce qu'aujourd'hui la Chine n'a plus le contrôle total de ce qui se passe à son grand regret. Elle s'est ouverte à l'économie de marché. Ça a permis une escalade de son économie ces derniers temps. Et aujourd'hui, la masse des investisseurs, ce sont des petits investisseurs, des petits courtiers qui n'ont plus les moyens aujourd'hui d'assumer leurs dettes parce qu'ils se sont endettés pour rentrer dans ces marchés et qu'aujourd'hui, ils en sortent en suivant le mouvement de panique et que ces initiatives de l'État chinois ne suffisent pas pour le moment à freiner la situation. Merci beaucoup, Myriam. Allez, retour en France. Alors qu'il se déchire depuis des années sur son maintien en vie, la famille de Vincent Lambert a reçu hier une convocation au CHU de Reims. Ses parents ont en effet épuisé tous les recours judiciaires pour contester l'arrêt des traitements. Là, on va en parler dans un instant, plus longuement, mais avant cela, le rappel des faits en images signé Léonore Jory. Réunion familiale au CHU de Reims. C'est par lettre recommandée que les membres de la famille de Vincent Lambert ont appris leur convocation à l'hôpital le 15 juillet prochain. Alors qu'ils se déchirent depuis plusieurs années sur le sort du tétraplégique de 38 ans, la décision judiciaire est sans appel. La Cour européenne des droits de l'homme a confirmé ce lundi qu'elle était favorable à l'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation de Vincent Lambert. Maintenu en vie artificiellement depuis 7 ans, le patient fait l'objet d'une querelle familiale sans fin. D'un côté, l'épouse, convaincue que son mari n'aurait pas souhaité vivre dans cet état. Pour reprendre une expression d'une des demi-sœurs de Vincent, on aimerait que sa volonté soit faite, quoi. De l'autre, les parents qui comptaient sur des éléments nouveaux pour infléchir la décision de la Cour. Un échec sans appel. Mais pour eux, il est hors de question de baisser les bras. La mère de Vincent estimait même être prête à accueillir son fils à son domicile. On n'aurait pas été pour l'acharnement thérapeutique de notre fils. Malheureusement, il y a eu un accident de vie. On ne va pas l'éliminer, l'abandonner parce qu'il est handicapé. Qu'on me le donne, moi je suis prête à m'occuper de lui. En me faisant aider, bien sûr. Mais l'objectif de la convocation familiale au CHU de Reims reste ambigu. Quand certains y voient un pas de plus vers la décision de l'arrêt du traitement, d'autres comprennent la possible ouverture d'une nouvelle action en justice. Une procédure dite collégiale qui déterminerait la volonté du patient en donnant la parole aux membres de la famille et au personnel médical. Personne ne conteste le fait que Vincent Lambert aurait dit, a dit, personne ne conteste, toutes les parties, personne ne conteste qu'il a dit qu'il ne souhaiterait pas être dans cette situation-là. Donc peut-être que l'application de cette loi du 22 avril 2005 et cette procédure collégiale est peut-être une façon de répondre à la parole du malade. C'est comme lui qui est le concerné au premier chef. Sans cette procédure, ce sera donc sur une décision médicale commune que la famille de Vincent Lambert devra s'entendre. Un rendez-vous qui risque encore d'attiser les tensions familiales. Voilà, un débat complexe et délicat. Myriam, on vient de le voir, hein, le combat autour de Vincent Lambert est loin de se terminer. Sur quels arguments se basent les parents de Vincent Lambert à chaque fois pour repousser les décisions de justice qui valident finalement l'arrêt des traitements? Donc là, vous savez, normalement, ils devraient arrêter, les médecins devraient arrêter l'alimentation, les traitements de Vincent Lambert, et la famille, en tout cas ceux qui sont contre cet arrêt, estiment que ça revient à euthanasier Vincent Lambert. Vous le savez, l'euthanasie en France est interdite. Alors ça a été rejeté parce qu'en France, il existe une forme d'aide passive à la mort, c'est-à-dire cet arrêt justement des traitements et de l'alimentation qui conduira forcément à la mort du patient. Et puis il y a quelques semaines, Barbara, la famille, les parents de Vincent Lambert ont permis la diffusion d'une vidéo. On va voir dans un instant à l'écran une capture d'écran de cette vidéo qui n'a pas été diffusée dans les médias, mais voilà, où on voit les proches tenter d'interagir avec lui. Et donc ils avancent l'argument qu'il y a une évolution dans son
son état de santé, ce que les médecins ont rejeté et donc les parents ont été déboutés devant la justice. Alors le cas Lambert relance en tout cas le débat sur l'euthanasie. Mais oui, surtout en France, c'est assez brûlant. Il y a les pros et les anti qui s'affrontent à chaque occasion et notamment à chaque rebondissement dans l'affaire Vincent Lambert. Je vous propose d'écouter l'un des arguments des anti-euthanasie. Écoutez. De prolonger la vie d'une façon absurde, ça serait pathétique, ça serait épouvantable. Il s'agit au contraire de vivre en profondeur le temps qui reste et donc de permettre que ça soit dans une certaine sérénité, protégé et encouragé. Voilà, alors il y a les contre et puis il y a ceux qui sont pour l'euthanasie. Écoutez. Moi, je ne suis pas une militante de l'euthanasie. Je suis une militante du libre choix de chacun, de choisir sa fin de vie. Il y en a qui voudront mourir naturellement, il y en a qui voudront les soins palliatifs, il y en a qui voudront la sédation et il y en a qui voudront l'aide active à mourir. Voilà, alors sachez qu'au Sénat et au Parlement, donc à l'Assemblée nationale, il y a un débat, non pas sur l'euthanasie en ce moment, mais sur la légalisation de la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Voilà, donc le débat est également politique en France. Alors, en revanche, il y a des pays européens où l'euthanasie est tout à fait légale. On pense à la Belgique, par exemple, où l'on parle de 1928 cas pour l'année 2014. C'est beaucoup. Et ça ne concerne pas seulement les personnes physiquement malades. Non, c'est également les personnes qui sont atteintes d'une maladie psychique. On pense notamment à Alzheimer, qui est une maladie neurologique dégénérative où il n'y a pas de traitement. Voilà, en Belgique, on peut demander à être euthanasié et on pense notamment à ce cas qui a fait beaucoup de bruit ces derniers temps. C'est le cas de Laura, elle a 24 ans. Elle a demandé à être euthanasiée. Pourquoi ? Parce qu'elle souffre d'une profonde dépression depuis des années de laquelle elle n'arrive pas à sortir. Elle a tenté plusieurs fois de se suicider. Elle est suivie évidemment par toute une équipe médicale qui approuve ce choix. Eh bien, son euthanasie a été acceptée en Belgique. Ça fait beaucoup de bruit parce qu'on est loin de l'Alzheimer où il n'y a pas de solution médicale pour en sortir. Il faut savoir qu'environ 50 personnes en Belgique sont euthanasiées par an pour des raisons, des souffrances psychiques. Donc ça fait 3% du total des personnes qui bénéficient de l'euthanasie. Et puis pour terminer, il faut savoir que le médecin qui l'accorde, en tout cas qui accorde, doit avoir lui l'avis de 2 autres médecins, l'avis favorable de 2 autres médecins. Voilà, pour l'action des limites de l'euthanasie. Merci beaucoup Myri. Et on va finir par ces images de tennis. 8 ans après, Richard Gasquet accède de nouveau aux demi-finales de Wimbledon. Le Français a livré un match extraordinaire hier, dont un 5e set gagné 11-9. Il retrouvera Novak Djokovic au prochain tour et ce sera demain. À suivre après un nouveau journal, cette campagne nationale contre les mariages forcés à la veille des départs en vacances. L'été, occasion du retour dans le pays familial, serait en effet propice aux unions contraintes. On en parle après un nouveau point complet sur l'actu qui vous est présenté ce matin par Eleonore Veil. On est de retour sur le plateau du Morning, merci d'être avec nous. On poursuit avec cette information qui vient d'être autorisée à publication par la censure militaire israélienne. Un jeune Israélien, un civil et non un soldat, aurait pénétré dans la bande de Gaza alors qu'il était atteint de troubles mentaux il y a plusieurs mois. Il serait en détention, détenu dans les geôles du Hamas. Voilà, l'information existe et connue des services depuis plusieurs mois, mais vient seulement d'être autorisée à publication ce matin. Myri, vous nous en dites un petit peu plus. Oui, alors il s'agit d'un Israélien d'origine éthiopienne qui habite à Ashkelon, dans le sud du pays, qui est très très proche de la bande de Gaza. Il se serait donc baigné fin septembre sur les plages d'Ashkelon, dans la mer d'Ashkelon, et il aurait dérivé jusqu'à la bande de Gaza où le Hamas l'aurait capturé à ce moment-là. Depuis septembre, ça fait déjà 10 mois que les autorités israéliennes négocient avec le Hamas pour tenter de le faire revenir. Il faut savoir que les Israéliens sont également en négociation indirecte évidemment avec le Hamas pour récupérer les corps de Oron Shaul et Hadar Goldin, qui sont 2 soldats israéliens tués dans la bande de Gaza lors de bordures protectrices et dont les corps n'ont jamais été ramenés en territoire israélien. Et donc pour l'instant évidemment les autorités israéliennes tentent de négocier avec le Hamas pour ramener ce jeune Israélien d'origine éthiopienne. Vous l'avez dit, il est déficient mental, il est donc vivant dans les geôles du Hamas. Évidemment le Hamas, on suppose qu'il va demander la libération de plusieurs prisonniers palestiniens, comme ça a été le cas dans d'autres cas d'enlèvement ou de capture par le Hamas. Alors on avait ces infos-là
grève a été publiée déjà dans la presse arabe dès la capture, dès que le jeune Éthiopien israélien d'origine éthiopienne se trouvait dans la bande de Gaza. Mais en Israël, on a attendu 10 mois pour autoriser à publier cette information. Merci Myri pour ces informations. Bonjour Ali Waken, notre spécialiste du monde arabe. Alors c'est une affaire qui avait été publiée déjà dans la presse arabe. Que sait-on de plus? Oui, mais le Hamas, Barbara n'a pas mentionné qu'il était un civil. Il a parlé d'un deuxième soldat qu'il aura capté depuis la guerre de l'été dernier. Le Hamas, en contrepartie de ces deux soldats, selon sa terminologie, Ehud Goldin et l'Éthiopien, il exigera la libération de tous qui ont été libérés dans le cadre de l'affaire Shalit et puis réarrêtés par les autorités israéliennes. Et bien sûr, il va demander encore la libération d'autres prisonniers palestiniens, notamment des prisonniers du Hamas. Barbara, il faut comprendre, depuis quelques mois, Israël et le Hamas mènent des négociations indirectes concernant la libération du corps de Goldin et de cet soldat civil éthiopien qui était dans les mains du Hamas. Depuis quelques mois, Israël laisse rentrer quotidiennement de plus en plus des camions apportant des marchandises à la bande de Gaza. Israël a ouvert ses frontières parmi les mesures de la construction de confiance entre les deux côtés, y compris dans le cadre de ces négociations, a ouvert ses frontières avec la bande de Gaza. Des centaines, voire parfois des milliers de personnes passent à base quotidienne de la bande de Gaza en Israël ou de la bande de Gaza en Cisjordanie. Par exemple, là, pendant le mois de Ramadan, les autorités israéliennes laissent quelques centaines chaque vendredi rentrer à Jérusalem pour la prière. Et bien sûr, on connaît le nom à présent de ce jeune civil israélien, parce que les services de sécurité israéliens insistent pour dire qu'il est un civil et non un soldat. Il s'agit d'Avraham Megizo. Il est âgé de 28 ans. Voilà les premières images qui commencent à être diffusées. Donc c'est un jeune israélien d'origine éthiopienne qui vit donc dans la ville d'Ashkelon, dans le sud d'Israël. Le Hamas a immédiatement confirmé qu'il était entre ses mains, qu'il était bien vivant et qu'il serait maintenant une monnaie d'échange? Oui, et qu'il était un soldat selon le Hamas. Quoi? Bon, ça changerait que si c'est... Soit civil ou soldat. Parce que le Hamas a présenté cette affaire comme si c'était une opération menée à l'initiative de la branche armée du Hamas pour capturer un autre soldat, un enlèvement d'un autre soldat israélien qui a participé à la dernière guerre à la bande de Gaza, et non qu'il a été capturé sans aucune liaison à la guerre qui était menée là-bas. Il y a deux versions, la version palestinienne, la version du Hamas, et puis la version officielle israélienne. Tout à fait, parce que le Hamas a essayé de construire sa réputation, et d'ailleurs il a été soutenu entre guillemets par le reportage du comité de l'ONU qui a dit que le Hamas a fait tout pour ne pas toucher les civils, et que toutes ces opérations ont visé des militaires israéliens et des cibles militaires israéliennes. Si je peux me permettre, pour le Hamas, tous les jeunes Israéliens de plus de 18 ans sont considérés comme des soldats de toute façon, puisque le service militaire est obligatoire en Israël. Ceux qui sont inférieurs à 18 ans. Oui, et parce qu'ils sont des soldats potentiels en devenir. Pour finir, Ali, est-ce que cette annonce pourrait changer la donne, le rapport de force entre le Hamas et Israël, alors qu'on est en train de négocier un accord? On parle également d'une éventuelle trêve entre les deux parties, et on parle effectivement de la libération du corps de ce soldat Goldin à Gaza. Cette affaire fait partie... L'affaire a été publiée ce matin, mais entre autorités israéliennes et entre le Hamas, il y a les négociations qui durent depuis très longtemps. Elle ne va pas changer la donne. À mon avis, les autorités israéliennes, en permettant la publication de cette affaire, sont en train de préparer l'opinion publique pour essayer de justifier éventuellement la libération de ceux qui ont été réarrêtés à la suite de l'enlèvement des 3 jeunes Israéliens, des Palestiniens qui ont été libérés dans le cadre de l'affaire Shalit, et quelques dizaines de prisonniers qui seront libérés aussi dans le cadre de ces négociations. Mais il faut comprendre, Barbara, depuis très longtemps, Hamas et Israël sont en train de négocier sur une trêve, sur l'ouverture des frontières entre Gaza et l'Égypte, entre Gaza et Israël, la reconstruction. Il y a du ciment qui rentre et du fer qui rentre à la bande de Gaza, contrairement aux déclarations des autorités israéliennes, ce qui permet une certaine dynamique de la construction à la bande de
de Gaza. Et il y a une entente politique. Les deux côtés veulent voir une autorité palestinienne menée par Abou Mazen affaiblie. Donc, Abou Mazen, tous les jours, accuse Israël de renforcer le Hamas aux dépens de l'autorité palestinienne. On va continuer évidemment de suivre cette affaire. Je vous rappelle juste en quelques mots les faits. Il s'agit d'un jeune israélien. Il est âgé de 28 ans. Il s'appelle Avraham Megizo et il serait arrivé par mégarde dans la bande de Gaza alors qu'il se baignait sur les côtes d'Ashkelon il y a plusieurs mois déjà. Il serait arrivé dans les geôles du Hamas. Le Hamas prétend qu'il a capturé ce jeune soldat israélien selon sa version des faits. On viendra évidemment sur cette information qui vient d'être autorisée dans Cap Publication dans nos prochaines éditions. Direction l'Égypte à présent. Ali, vous restez avec nous. On tente de comprendre ce qui se joue dans le Sinaï égyptien en ce moment. 241 membres de l'État islamique tués en 5 jours. C'est le chiffre avancé par l'armée égyptienne sur les réseaux sociaux qui déplore la mort de 21 soldats dans ces accrochages. L'opération, vous le savez, répond aux attaques de Daesh dans le Sinaï la semaine dernière. Le résumé en images signé Léonore Jory. La région du Sinaï est encore victime du terrorisme. Depuis plusieurs jours, les combats font rage entre l'armée égyptienne et les djihadistes. Ce mardi, le porte-parole de l'armée annonçait avoir tué dans la péninsule 241 terroristes et arrêté une vingtaine de suspects. Une contre-offensive qui fait suite à la série d'attaques perpétrées le 1er juillet dans le nord du Sinaï. Revendiquées par les combattants affiliés au groupe de l'État islamique, ces attaques avaient fait des dizaines de morts du côté de l'armée égyptienne. Les djihadistes disent agir en représailles à la répression des partisans du président déchu Mohamed Morsi et dans laquelle plus de 1400 personnes avaient été tuées. L'Égypte fait donc face à une insurrection islamiste de plus en plus inquiétante, mais le président Al-Sisi, qui a fait une visite surprise samedi dernier dans la région, s'est voulu rassurant. Nous tenons à rassurer tous les Égyptiens. Dire que tout est sous contrôle ne suffit pas. Non, la situation est tout à fait stable, complètement stable. Rassurant à tel point qu'il ne veut plus de chiffres qui affolent. Au sujet d'attaques terroristes, les journalistes égyptiens devront désormais se baser sur l'unique source des communiqués officiels. Lors des dernières attaques, le ministre de la Justice avait affirmé que les médias avaient affecté le moral du pays. Une loi qui sanctionne les bilans d'attentats différents de ceux des autorités du Caire devrait donc être promulguée dans les prochains jours. Alors que le gouvernement espère que cette nouvelle loi ne soit pas interprétée comme une atteinte à la liberté de la presse, le syndicat des journalistes a tout de même fait part de son inquiétude. Ali, est-ce que le président Al-Sisi peut gagner la guerre contre Daesh dans le Sinaï ? Il peut gagner la guerre, sans doute, Barbara, mais au Sinaï, il y a la combinaison très dangereuse qu'on connaît en Irak, deux tribus qui soutiennent Daesh parce qu'ils sont marginalisés. En Irak, ce sont des sunnites contre les chiites, les sunnites qui se sont marginalisés. Au Sinaï, les bédouins qui se sont exclus de la société égyptienne. Et pour le moment, donnent tout le soutien à Daesh. Pour battre Daesh, il y a bien sûr besoin de continuer cette campagne militaire tout en essayant d'ouvrir des canaux de dialogue avec la société bédouine au Sinaï. Merci beaucoup, Ali. Et puis à Vienne se poursuivent toujours les discussions marathon sur le nucléaire iranien. La date de demain est annoncée pour la signature d'un accord dit historique. Et on se rend tout de suite à Vienne. On retrouve notre envoyée spéciale Léa Berdugo. Léa, bonjour. Barack Obama a déclaré cette nuit à un sénateur que les chances de parvenir à un accord sont inférieures à 50%. Comment comprendre cette déclaration ? Écoutez, en tout cas, les Américains lèvent la voix. C'est plutôt comme ça qu'il faut l'entendre. Donc, ce sénateur démocrate a assisté à une réunion à huis clos avec le président américain et il a donc déclaré bien que les chances étaient inférieures à 50%. On doit interpréter ça éventuellement comme un coup de pression des Américains après une attitude extrêmement dure de la part des Iraniens ces derniers jours. Il leur demande peut-être bien de mettre un peu d'eau dans leur vin pour parvenir à quelques concessions. Mais en tout cas, les Iraniens ne semblent pas aller dans ce sens, en tout cas pas pour l'instant. À propos de la date butoir, eh bien, le vice-président des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré que les autres avaient peut-être une date butoir, mais que ce n'était pas leur problème. Merci beaucoup, Léa. Depuis Vienne, voilà la date butoir annoncée. Donc, pour demain, on continue évidemment de suivre le dossier. Autre chose à présent, le mariage forcé au cœur d'une campagne nationale en France. Lancée le 1er juillet, à la veille des départs en vacances, elle entend sensibiliser l'opinion au problème des unions contraintes. Betsabé.
Oui, la date n'a pas été choisie au hasard, bien sûr, puisque certaines familles mettent à profit ces vacances d'été pour marier contre leur gré leurs enfants dans leur pays d'origine. Alors, pour tenter de prévenir ces faux départs en vacances, eh bien, le 1er juillet, la campagne Stop Mariage Forcé a été lancée par, d'une part, le ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes et l'association Voix de Femmes, avec deux messages finalement. Tout d'abord, un message de Pascal Boitard, secrétaire d'État aux droits des femmes. Regardez, le mariage forcé n'a pas de place dans notre République. Un message presque politique. Et puis, ce message non oppression ici et là-bas, c'est le message qu'on peut voir sur ces affiches, décliné avec ou sans les parents, notre fille, ma fille choisira. Le but, explique l'association Voix de Femmes, eh bien, c'est mettre l'accent sur non pas la victimisation, mais le pouvoir de dire non. Voilà, et de choisir son destin. En quelques chiffres, ça donne quoi le mariage forcé? Alors déjà, on parle de mariage forcé dès lors que l'union est conclue sous la contrainte, bien évidemment. Or, eh bien, le site Voix de Femmes cite un rapport de l'UNICEF selon lequel plus de 700 millions de femmes dans le monde ont été mariées avant leurs 18 ans, dont 250 millions avant leurs 15 ans. Alors bien souvent, c'est le moyen de mettre fin à une relation qui gêne, qui ne correspond pas aux critères de religion, d'origine. Le mariage forcé peut d'ailleurs signifier qu'il ne respecte pas l'orientation sexuelle d'un ou de deux personnes du couple. Alors en France, eh bien, le fléau menacerait jusqu'à 70 000 personnes, principalement des jeunes filles immigrées qu'on emmène au pays, et c'est là qu'elles découvrent qu'on veut les marier. Alors fléau d'ailleurs, Stop Mariage Forcé, ce n'est pas la première campagne. On se souvient de ce film réalisé par Lisa Azuelos avec Julie Gaillet dans le rôle de la maman. Regardez. Sinon, on va voir quoi demain au ciné? Ce que tu veux. Ok, je t'envoie un message, salut. Salut. Emma, tu viens s'il te plaît? Oui. Waouh, t'es chic. Tu vas où? Bonjour, ma chérie. On va où? Tiens, regarde. Je t'ai fait un cadeau. Waouh, elle est super belle. Tu veux l'essayer? Ouais. Pourquoi tu veux pas me dire où on va? Une surprise. Aïe. Faut souffrir pour être belle. Je peux? Whoever thought the sun would come crashing down? My life in flames, my tears concrete, the pain, we feel the end, the darkest, deepest riverbed. My book of life incomplete without you here. Alone I sit and reminisce. Sometimes I miss your touch, your kiss, your smile. And meanwhile, you know I never cry, cause deep down inside, you know our love will never ever die. Everything's gonna be alright. Yeah. Everything's gonna be okay. Everything's gonna be alright. Together we can take this one day at a time. I never thought my heart would miss a single beat. Caress your hand as I Au nom de la loi, je vous déclare unis par les liens du mariage. Voilà, donc des unions forcées dès un âge extrêmement jeune et avec l'approbation des parents, ce qui est d'autant plus choquant, et bien évidemment. Voilà pour cette campagne nationale. Merci beaucoup, Betsabé. Voilà, on va se quitter pour un nouveau point complet sur l'actu. Juste après, on viendra évidemment sur cette information qui a été autorisée à publication il y a quelques minutes par la censure militaire israélienne. Un jeune Israélien retenu en otage par le Hamas. Il a disparu, s'est retrouvé par erreur apparemment dans la bande de Gaza il y a plusieurs mois déjà et a été donc enlevé, récupéré par le Hamas. Vous le voyez sur cette image, il s'agit d'un jeune homme de 28 ans, israélien d'origine éthiopienne. Il s'appelle Avraham Megisso. Voilà, et des négociations ont lieu à présent pour obtenir sa libération. On y revient évidemment après un nouveau journal qui vous est présenté par Éléonore Veil. Restez avec nous. Voilà, et on
est de retour sur le plateau du Morning. On va s'attarder évidemment sur cette information qui est autorisée à publication depuis plusieurs minutes. La censure israélienne a donc autorisé à publication cette information selon laquelle le Hamas détiendrait dans la bande de Gaza 2 citoyens israéliens. Le premier serait d'origine éthiopienne, le deuxième un bédouin israélien. Alors on va faire le point sur cette affaire et tous ces aspects avec vous. D'abord, Myri, les faits, que sait-on ? Alors d'abord, ce qu'on sait, c'est concernant le premier Israélien qui est d'origine éthiopienne, un résident d'Ashkelon dans le sud d'Israël. Il aurait traversé, selon les dernières informations, de son propre chef la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Il aurait alors été capturé par le Hamas. On parle d'un jeune homme de 29 ans, né en 1986, qui serait déficient mental. Il aurait donc un retard mental, ce qui pourrait expliquer le fait qu'il ait voulu traverser volontairement, selon les autorités israélienne. Le Hamas, on vient de le voir à l'instant, nie en tout cas le détenir. C'est ce que je viens d'avoir sur les dernières informations. Voilà, ça a confirmé puisque jusqu'à maintenant, la presse arabe, on en a beaucoup parlé depuis le mois de septembre, de cet enlèvement, en tout cas de cette capture. Le Hamas qui annonce lui avoir capturé, non pas l'avoir enlevé en territoire israélien. En ce qui concerne le deuxième Israélien, on a beaucoup moins d'informations, on n'a pas son nom. On sait qu'il fait partie de la minorité du sud d'Israël, qu'il serait donc bédouin. Lui aussi aurait traversé, mais à plusieurs reprises, la frontière entre Israël et la bande de Gaza pour faire du commerce avec les Gazaouis et donc aurait été capturé et serait pour l'instant dans les geôles du Hamas dans la bande de Gaza. Maxime Pérez, est-ce qu'on peut parler d'une défaillance des services de sécurité de l'armée israélienne ? Oui, c'est une défaillance, comme il en existe assez régulièrement en fait le long de cette clôture de sécurité qui sépare Israël de la bande de Gaza. Il faut savoir que régulièrement, notamment depuis la fin de la guerre entre Israël et le Hamas l'été dernier, il y a des jeunes Palestiniens qui aussi de leur plein gré tentent de traverser la frontière et de passer du côté israélien par désespoir parce qu'ils ont envie de travailler ou tout simplement de fuir la bande de Gaza dont on sait à quel point la situation est catastrophique sur place. Donc il y a effectivement des défaillances, ce qui ne veut pas dire que toutes ces défaillances ne sont pas identifiées. Il y a des capteurs sur les barbelés, sur cette clôture de sécurité israélienne, mais il est tout à fait possible de la sectionner et de passer d'un côté ou de l'autre de la frontière. Allez, on va tout de suite se diriger vers Jérusalem, non loin du Parlement. Daniel Haïk, on vous retrouve. Première question, pourquoi avoir maintenu cette information secrète aussi longtemps? On parle de faits qui remontent au mois de septembre, 10 mois. Écoutez, il n'y a pas de réponse précise et claire concernant la durée de cette censure. Ce que l'on sait, c'est la raison pour laquelle les Israéliens, les autorités israéliennes ont levé cette censure. Ce serait apparemment des pressions qui ont été exercées par le quotidien Haaretz qui aurait eu l'intention de révéler cette affaire. Et puis il faut souligner aussi que du côté du Hamas, on a fait de plus en plus d'allusions très marquantes au cours des derniers jours, et en particulier hier, lors de l'anniversaire marquant le premier anniversaire des cérémonies marquant le premier anniversaire de l'opération Bordure Protectrice dans la bande de Gaza. Il y a eu des allusions très claires. On a vu par exemple un transport blindé israélien qui était dessiné où on voyait 3 bras dont 3 bras sortaient, et sur les trois bras, il y avait une plaque d'identité qui appartenait au soldat israélien Oron Shaul, dont le corps n'a pas encore été récupéré. Et il y avait encore 2 points d'interrogation. On ne sait pas exactement, on n'arrivait pas à interpréter jusqu'à là donc la signification de ces points d'interrogation. Et du côté du Hamas, maintenant, on comprend maintenant que le Hamas a voulu rappeler que dans le cadre des négociations qui se déroulent actuellement, apparemment, secrètement, entre Israël et le Hamas par le biais du Qatar et peut-être aussi de l'Égypte, eh bien, dans le cadre de ces négociations visant à un retour au calme, à une trêve de plusieurs années, eh bien, le dossier des prisonniers est un dossier extrêmement important. Il ne s'agit pas seulement de la restitution des corps de Hadar Goldin et d'Oron Shaul, mais aussi donc désormais de la restitution d'un ou deux citoyens israéliens qui seraient détenus par le Hamas. Voilà, ce qui va donc rendre, Daniel, la négociation pour Israël beaucoup plus difficile, beaucoup plus compliquée. La détention en otage de ces 2 Israéliens change à présent la donne.
Oui, écoutez, bien entendu, cela va reposer le problème du prix à payer pour la libération de ces citoyens israéliens. On se souvient du débat que cela avait provoqué au moment de la capture, après la capture de Gilad Shalit, le 25 janvier 2006, les tractations qui avaient conduit le gouvernement de Binyamin Netanyahou à libérer plus d'1 millier de terroristes palestiniens du Hamas, parmi eux des terroristes qui avaient du sang sur les mains en échange de Gilad Shalit. Et là, à nouveau, on peut se poser la question, est-ce que le Hamas sera aussi gourmand et voudra obtenir autant de libération? Maintenant, il dispose d'une carte entre les mains pour exiger de la part d'Israël la libération non seulement de l'ensemble de ces prisonniers, la restitution des corps des terroristes qui ont été capturés et donc la libération de plusieurs centaines, voire plus de prisonniers qui sont détenus dans les prisons israéliennes. Merci beaucoup Daniel pour toutes ces précisions depuis le Parlement. Vous restez évidemment avec nous, Maxime. Oui, c'est vrai que ça ressemble à une nouvelle affaire Gilad Shalit, mais il faut se rappeler qu'à l'époque, le père de Gilad Shalit, Noam, avait mobilisé la société israélienne, la rue pendant d'assez nombreuses années, ce qui avait aussi contribué à faire monter les enchères quant à la libération de ces otages. Là, à midi, on annonce une conférence de presse de la famille de ce jeune Éthiopien à Ashkelon, dans la résidence familiale. On verra. La famille qui a été d'accord de jouer le jeu et de maintenir l'information secrète, elle aussi, pendant 10 longs mois. Absolument, et peut-être que c'est une compréhension mutuelle. Les Israéliens savent effectivement que le prix à payer risque d'être lourd, et plus la presse en parlera, plus des manifestations de solidarité ou de pression sur le gouvernement se dérouleront, plus évidemment le Hamas en profitera pour demander la libération de davantage de prisonniers. Il faut noter que dans la presse israélienne, dès maintenant, dès la levée évidemment de cette restriction, de cette censure, eh bien, les proches du jeune Israélien d'origine éthiopienne s'expriment. Le frère, ce matin sur Ynet, qui est donc un site d'information israélien, appelle au secours justement la population civile et dit il faut aider mon frère puisque il est malade, il est déficient mental. Donc vous voyez, ça commence déjà à prendre. Et il faut le savoir que dans l'opinion publique, la libération de prisonniers palestiniens n'est pas très populaire et que le gouvernement israélien va au-devant de quelques problèmes, à mon avis. Des jours difficiles, peut-être, face à son opinion publique. Alors, on l'a dit, ces négociations se tiennent actuellement pour faire libérer ces 2 otages, mais pas seulement. Israël cherche toujours, depuis 1 an, depuis la fin du conflit à Gaza, à récupérer, on l'a dit, les dépouilles de 2 de ces soldats tués à l'intérieur de la bande de Gaza. Le Hamas a déjà confirmé détenir leurs dépouilles et les négociations ont donc déjà débuté discrètement. On revient sur cette affaire avec Joseph Emmanuel. Israël et le Hamas seraient-ils entrés dans un tunnel de négociation? L'information viendrait d'un officiel du mouvement islamiste palestinien, une information qu'Israël n'a pas encore confirmée. Les négociations porteraient sur un échange, les corps de 2 soldats israéliens tués dans l'opération de l'été 2014 contre des dizaines, peut-être même des centaines de prisonniers palestiniens. Le sergent Oron Shaul, 20 ans, avait été porté disparu après une attaque contre son véhicule blindé à l'intérieur de Gaza, une attaque dans laquelle 6 autres soldats de Tsahal perdaient la vie. Il fallut plusieurs semaines à l'armée pour être sûr du décès du soldat. Le Hamas laissait entendre qu'il retenait le jeune homme en vie. Le lieutenant Hadar Goldin, 23 ans, faisait partie de l'unité combattante Givati. Il a été tué durant la bataille de Rafah le 1er août 2014. De son côté, le Hamas exige la libération de prisonniers déjà libérés en 2011 dans le cadre de l'échange avec le sergent Gilad Shalit, retenu près de 5 ans et demi à Gaza. L'échange concernait alors 1000 prisonniers palestiniens, dont 300 condamnés pour crimes de sang, contre un Israélien, Gilad Shalit. Plusieurs dizaines de ces prisonniers libérés ont de nouveau été capturés par Israël, condamnés pour de nouvelles activités terroristes, et le Hamas demande de nouveau leur libération. Mais l'échange, s'il avait lieu, ressemblerait plus à celui procédé entre Israël et le Hezbollah en juillet 2008. Le mouvement chiite libanais avait restitué les dépouilles de 2 soldats de Tsahal, Ehud Goldwasser et Eldad Regev, kidnappés quelques jours avant la guerre de l'été 2006. Les dépouilles des 2 Israéliens étaient échangées contre 199 corps de combattants du Hezbollah et 5 prisonniers, parmi eux Samir Kuntar, condamné en 1980 pour le meurtre de plusieurs Israéliens, dont celui d'un père et de sa fille de 4 ans. Mais les négociations se présentent aujourd'hui de manière complexe. Le Hamas se dit opposé à toute discussion tant que ces hommes ne sont pas libérés. Un non-sens pour Israël.
L'enlèvement de soldats israéliens dans une zone de conflit représente l'une des situations les plus problématiques pour l'État hébreu. Ces échanges coûtent très cher, Israël accordant un prix visiblement très élevé pour chaque soldat ou dépouille de soldats. Le ministre de la Défense Moshe Ya'alon a affirmé qu'Israël ferait tout son possible pour ramener aux familles Shaoul et Goldin les dépouilles de leurs enfants. Bonjour à Jacques Neria, notre consultant en affaires militaires. Jacques, on parle d'une deuxième affaire Shalit, mais ces deux Israéliens ne sont pas des soldats, ce sont bel et bien des civils. Qu'est-ce que ça change? Tout à fait. Ce ne sont pas des soldats qui ont été pris des prisonniers en zone de combat. Ce sont tout simplement, il semblerait, deux Israéliens qui se sont égarés, des dérangés mentaux sans doute, qui se sont égarés. Un qui a délibérément traversé la barrière entre Israël et Gaza d'un côté, d'un autre c'est un arabe israélien, un bédouin de la région de Hora qui lui aussi aurait traversé la barrière entre Gaza et Israël. Donc de ce point de vue-là, je dirais il y a une grande différence. Ce n'est pas un soldat qui était au combat, ce n'est pas un soldat en uniforme, ce sont deux citoyens israéliens. Et c'est pour cela, je dirais qu'il y a une grande différence dans la façon de traiter l'affaire elle-même. Voilà, et dans le prix à payer aussi peut-être pour obtenir leur libération. On sait que les négociations ont lieu actuellement pour faire libérer ces deux citoyens israéliens, mais également les deux corps des soldats israéliens tombés à Gaza. Qu'exige exactement le Hamas? Alors, le Hamas, sans aucun doute, exige tout d'abord que dans les accords à propos de Shalit, il y avait une troisième phase de libérer même des prisonniers arabes israéliens qui avaient été condamnés. Et naturellement, que ce fait n'avait pas été honoré par Israël parce que à cause de l'opposition, à cause des problèmes domestiques. Donc de ce point de vue-là, je pense que le Hamas tient toujours à ce qu'Israël honore ses engagements tenus à l'époque pour libération de Shalit. De l'autre côté, naturellement, il y a la porte tournante des Palestiniens qui ont été arrêtés, des terroristes du Hamas qui ont été arrêtés et qui ont été libérés et de nouveau arrêtés. Donc la porte tournante, c'est pour cela qu'on rappelle, parce qu'ils sont impliqués dans des actes de terrorisme. Je pense que c'est une négociation qui va être très difficile parce qu'il y a deux côtés. Le côté des dépouilles des deux soldats, Oron et Goldin, qui donc, du point de vue israélien, contre des dépouilles, on rend des dépouilles. Ouais. Et à la rigueur, un ou deux ou trois, même, je dirais, des terroristes vivants. Ouais. Concernant Abraham Mengistu, on ne sait pas trop s'il était vivant ou si malheureusement il aurait perdu la vie là-bas. On ne sait pas trop parce que Hamas dit qu'il ne le détient pas. D'accord. Donc là les choses pourraient être différentes. Et je dirais, vu la composition du gouvernement aujourd'hui et vu l'attitude publique, je pense que ça sera très difficile de concéder des concessions pour le Hamas. Ouais, une opinion publique israélienne, effectivement, qui rend ces négociations de plus en plus difficiles après la libération de centaines de soldats, après la libération de Gilad Shalit. Merci beaucoup, Jacques Neria, d'avoir été avec nous ce matin. Maurice, rapide tour d'horizon sur ce que dit la presse israélienne. En ce moment, on parle de presse en ligne, parce que l'information est tombée tard. Tous les médias, presse, internet, radio et télévision ouvrent sur cette affaire et consacrent même des éditions spéciales. Alors, à noter qu'il y avait un embargo sur l'affaire jusqu'à 9h ce matin, mais qu'aucun média n'a respecté cet embargo. L'affaire a percé vers 8h30 et donc les médias se posent des questions. Pourquoi cet embargo? Pourquoi une censure pendant 10 mois sur cette affaire? Il n'y a pas de réponse. On sait simplement que l'affaire a été autorisée à la publication ce matin à 9h par le tribunal sur une intervention du quotidien Yediot Ahronot qui a demandé une autorisation de publication. Alors les sites internet publie même le nom de l'otage israélien détenu par le Hamas. Il s'agirait d'Abraham Mengistu, 28 ans ou 29 ans, ça dépend des médias. C'est un Israélien d'origine éthiopienne, originaire d'Ashkelon. Ouais. Certains médias, notamment Yediot Ahronot, ont même allé déjà auprès de la famille qu'ils ont interviewée. C'est une famille abattue et qui, le quotidien Yediot Ahronot, déprimé. Alors maintenant, sur les circonstances, c'est encore très obscur. Ouais. Certaines versions, par exemple Maariv, nous laissent entendre
entendre qu'il aurait pas traversé la frontière à la nage. D'autres nous disent que non, il serait passé par Zikim en traversant la barrière de sécurité. Là encore, il n'y a aucune confirmation. Enfin, des rumeurs courent sur tous les sites internet sur un second disparu israélien, vous l'avez entendu. Ouais. Il s'agirait d'un bédouin, mais là, aucune confirmation. Merci beaucoup, Maurice. On va évidemment continuer de décrypter cette information tout au long de nos prochaines éditions. Ce sera le cas pour le flash qui vous est présenté, le point sur l'actu qui vous est présenté par Eleonore Veil. Voilà, la censure israélienne qui a donc autorisé la publication. Cette information, l'enlèvement de 2 citoyens israéliens à la bande de Gaza. Les faits remontent à plusieurs mois. On continue d'en parler sur i24 News. Restez avec nous. On est de retour sur le plateau du Morning. Merci d'être sur i24 ce matin avec nous. On développe une information qui a été levée de la censure militaire ce matin à 9h heure israélienne. 2 Israéliens enlevés par le Hamas et détenus par l'organisation terroriste dans la bande de Gaza. Il s'agit d'un citoyen israélien, vous le voyez sur cette image, d'origine éthiopienne, Abraham Mengistu, âgé de 28 ans, et puis un autre citoyen israélien, un bédouin israélien qui aurait traversé la frontière il y a plusieurs mois. Voilà, l'affaire a déjà plusieurs mois, mais elle vient donc d'être autorisée à publication. Myri, on fait le point avec vous sur ce qu'on sait à l'heure actuelle. D'abord, plusieurs versions contradictoires sur le sort d'Abraham Mengistu. Le Hamas prétend qu'il est disparu. Il serait peut-être mort ou toujours dans les geôles de l'organisation terroriste. En tout cas, le Hamas nie le détenir en ce moment. Donc ils disent qu'il est bien passé par la bande de Gaza d'Israël dans la bande de Gaza, mais ils disent qu'il n'est plus entre leurs mains. D'après des responsables du Hamas qui se sont confiés à Ynet, un site d'information israélien, il serait passé en Égypte, tout simplement par les tunnels de contrebande. Autant dire que le gouvernement israélien, les autorités israéliennes n'y croient pas une seconde et pensent à une guerre plutôt psychologique, vous savez, pour faire monter les enchères au cours des négociations avec le Hamas pour une éventuelle libération. Alors une autre version serait que ce n'est pas le Hamas qui détiendrait ce jeune Israélien, mais bien un autre groupe terroriste. Vous savez qu'il y a beaucoup de confrontations entre le Hamas et des preuves de force entre le Hamas et le djihad islamique, par exemple, ou d'autres mouvements terroristes dans la bande de Gaza. Alors on ne sait pas s'il est vivant ou pas. Le Hamas dit ne pas le détenir, ou en tout cas ne plus le détenir. Israël, en tout cas, estime que le Hamas sera responsable et est responsable du sort du jeune Mengistu. Alors on va poser la question à Ali Waked, notre spécialiste du monde arabe. Ali, est-ce que le Hamas a publié une quelconque version officielle sur la détention de ces 2 otages israéliens? Non, à part le fait que depuis quelques mois, des médias palestiniens proches du Hamas à la bande de Gaza ont publié le fait qu'il y a cette possibilité que notre soldat israélien soit dans les mains du Hamas, au-delà de 2 corps des 2 soldats israéliens tués pendant la dernière guerre à la bande de Gaza. Le Hamas, comme je viens de le dire, Myri, est en train de marchander avec Israël, est en train d'essayer de faire tout pour élever le prix de ce soldat civil israélien qui est détenu à la bande de Gaza. Barbara, mais depuis très longtemps, on pourrait sentir la frustration du Hamas, les porte-paroles du Hamas qui ont laissé certains médias palestiniens publier cette affaire depuis la fin de l'année dernière. On fait note que le fait qu'il s'agit d'un jeune éthiopien rend les négociations avec Israël beaucoup plus dures, parce que les Israéliens ne font pas tout pour essayer de libérer ce jeune Israélien détenu à la bande de Gaza. Pourquoi le Hamas a joué le jeu avec Israël en maintenant lui aussi cette information secrète? C'est pour faire monter les enchères lors de cette négociation?
Je ne sais pas si le Hamas, dans les canaux de négociation avec Israël, a détenu cette information secrète. Je pense que depuis très longtemps, Hamas et autorités israéliennes sont en train de négocier non pas seulement la libération des 2 corps des soldats israéliens, mais aussi la libération de ce jeune Israélien d'origine éthiopienne. D'ailleurs, Barbara, il est intéressant de savoir qu'il y a un deuxième citoyen israélien qui se trouve à la bande de Gaza. Il s'agit d'un jeune d'origine bédouin de la ville de Hora, dont quelques enseignants ont été arrêtés il y a quelques jours pour essayer de joindre l'État islamique. Et le Hamas n'a pas été fier de dire qu'il a un arabe israélien, un musulman détenu par ses forces, mais sur le terrain, il y a un deuxième citoyen israélien qui se trouve à la bande de Gaza et sur lequel les autorités israéliennes sont en train de négocier avec le Hamas. Le Hamas, il a déjà l'expérience comment élever les prix quand il négocie avec Israël le retour des corps ou la libération des citoyens, voire des soldats israéliens. Et c'est dans ce cadre qu'il faut prendre en compte le fait que le Hamas est en train de distribuer des signes comme s'il avait ou il n'avait pas, il saisit ou il ne saisit pas le jeune israélien. En fin de compte, nulle des organisations palestiniennes à la bande de Gaza ne peut détenir un citoyen israélien sans l'accord du Hamas, même si le jeune israélien a été capté par d'autres organisations, il sera transféré sans doute au Hamas. Alors on apprend justement, Ali, une information du site israélien Ynet que le Hamas affirme actuellement avoir libéré ce jeune israélien d'origine éthiopienne, Abraham Mengistu, qui serait donc libéré, qui serait passé en Égypte par les tunnels, c'est ce que vous nous disiez. Beaucoup de flou finalement, beaucoup de versions autour d'une même question. Oui, mais un scénario que j'ai entendu, il paraît pour le moment pris plutôt des films de science-fiction, c'est que le Hamas a laissé passer ce jeune pour que les autorités égyptiennes puissent le remettre aux autorités israéliennes, mais sans toucher le prix que les autorités israéliennes payeront pour le Hamas contre la libération de ce jeune israélien. Le Hamas demande la libération, la relibération de tous qui ont été réarrêtés par les autorités israéliennes après l'enlèvement des 3 jeunes israéliens, l'enlèvement et l'assassinat de 3 jeunes israéliens l'été dernier. On sait qu'Israël a arrêté quelques dizaines de ceux qui ont été libérés dans le cadre de l'affaire Shalit. Le Hamas exige leur libération, plus la libération de quelques autres soldats israéliens. Voilà, les négociations battent leur plein. En tout cas, merci beaucoup Ali pour toutes ces précisions. Maurice, vous parcourez depuis ce matin les sites d'information en ligne de la presse israélienne. Que sait-on de plus? Écoutez, après s'être un peu enflammé en affirmant qu'un Israélien était détenu par le Hamas, les sites d'information israéliens prennent maintenant des précautions. Il n'y a plus que le site Ma'ariv qui affirme que 2 Israéliens sont à Gaza détenus par le Hamas. En ce qui concerne Yediot Ahronot, Haaretz, on dit qu'un Israélien a disparu, peut-être un second à Gaza, mais on ne dit pas qu'ils sont détenus par une organisation, on ne précise pas l'organisation. Alors maintenant, les sites israéliens sont extrêmement rapides. Ils ont déjà interviewé la famille. Dans Yediot Ahronot, on trouve une interview du frère de Abraham Mengistu. Mon frère est déséquilibré, dit-il, aidez-le. Dans Ma'ariv, pareil, le même frère s'exprime. Tout le monde savait qu'il était à Gaza et rien ne s'est passé, accuse le frère d'Abraham Mengistu. Enfin, Haaretz qui consacre un édito entier au comportement incompréhensible des services de sécurité sur cette affaire. Les leçons de l'enlèvement de Gilad Shalit n'ont pas été tirées, affirme le quotidien Haaretz. Voilà, il faut rappeler effectivement que ce jeune Israélien d'origine éthiopienne aurait traversé la frontière avec Gaza 2 semaines seulement après la fin du conflit entre Israël et la bande de Gaza. Ça remonte au mois de septembre 2014. Voilà, et on est en droit effectivement de se poser la question des services de sécurité, des patrouilles de l'armée israélienne sur ce secteur 2 semaines seulement après le cessez-le-feu. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin. Voilà, de cette information. On tente de continuer de faire de l'ordre sur ces informations. Voilà, la censure militaire a été levée ce matin sur ces informations. D'abord, une annonce que ces 2 citoyens israéliens seraient effectivement dans les mains du Hamas. Mais maintenant, voilà, les versions se contredisent et on tente d'y voir plus clair. Ce qu'on peut affirmer en tout cas, c'est que ces 2 Israéliens sont bel et
et bien portés disparus. Reste à savoir s'ils sont effectivement dans les mains du Hamas ou pas. Daniel, on en saura plus. Daniel Haïk, on vous retrouve à Jérusalem. Vous êtes à la Knesset. On en saura plus effectivement dans quelques heures. Mais si effectivement ces deux Israéliens se trouvent entre les mains du Hamas, que fera le gouvernement Netanyahou dans cette affaire ? Bien, écoutez, c'est une bonne question à laquelle on ne peut pas apporter pour l'instant de réponse. Ce que l'on peut dire, c'est qu'apparemment, selon des proches de la famille d'Abraham Mengistu, eh bien, cette famille serait intervenue au cours des derniers mois auprès de la présidence du Conseil, auprès de Binyamin Netanyahou, afin qu'ils puissent les rencontrer et leur fournir des informations sur le sort de leurs proches. Et apparemment, jusqu'à présent, il n'y aurait pas eu de rencontre entre le Premier ministre et la famille d'Abraham Mengistu. Il faut rappeler qu'il y a quelques semaines, il y a eu, vous le savez, des émeutes de la part de la communauté des originaires d'Éthiopie en Israël, en particulier à Tel Aviv. Et lors d'une manifestation, eh bien, on a pu voir des t-shirts sur lesquels était mentionné le nom d'Abraham Mengistu. Abraham Mengistu avec un point d'interrogation. Cela veut dire que dans la communauté des originaires d'Éthiopie, on savait qu'Abraham Mengistu était porté disparu, qu'il était probablement passé dans la bande de Gaza et que l'on voulait que le gouvernement, que les autorités israéliennes agissent pour obtenir sa libération. Mais pour l'instant, on le sait donc, jusqu'à présent, jusqu'à ce matin, la censure militaire a imposé un interdit de publication qui a laissé cette affaire de côté. En tout cas, elle était traitée par les forces de sécurité, mais pas en public. Et donc, désormais, il est probable que la communauté des originaires d'Éthiopie et la famille en particulier d'Abraham Mengistu se dresse pour exiger de la part du gouvernement des négociations très claires afin d'obtenir le plus rapidement possible la libération de cet Israélien. Voilà, une pression de la famille évidemment sur le gouvernement pour obtenir la libération de leur fils, on le comprend, mais il faut le rappeler, Daniel, en Israël, l'opinion publique est de plus en plus opposée à la libération massive de prisonniers palestiniens. C'est un traumatisme de la société israélienne qui date de l'enlèvement de Gilad Shalit et qui avait effectivement donné lieu à cette libération de prisonniers palestiniens. Oui, même avant l'enlèvement de Gilad Shalit, avant même sa libération, ce débat concernant le prix à payer pour la libération de soldats israéliens qui ont été capturés d'une manière ou d'une autre a été posé au cours des 15 dernières années à de multiples reprises. Et il est clair que pendant la capture de Gilad Shalit, avant même qu'il ne soit libéré, eh bien, il y a une commission présidée, si je ne m'abuse, par l'ancien président de la Cour suprême, Shamgar, qui a été chargée de déterminer quelles seraient les conditions les conditions selon lesquelles un prisonnier israélien détenu par une organisation terroriste palestinienne ou autre pourrait être libéré. Et il est clair que l'on avait l'intention de redéfinir dans le cadre de cette commission les critères permettant la libération d'un prisonnier afin que l'on n'arrive pas d'une certaine manière à ce que certains ont considéré comme un prix extrêmement cher à payer, la libération d'un seul soldat israélien en échange d'un millier de terroristes palestiniens, comme ça avait été le cas en octobre 2011 au moment de la libération de Gilad Shalit, dont des terroristes palestiniens qui avaient à l'époque, on en avait parlé, du sang sur les mains, qui étaient responsables d'attentats terroristes meurtriers. On considère toujours en Israël, au sein de la défense nationale, que la libération de ce type de terroristes est nocive et porte tort à la sécurité des Israéliens, et que d'une manière ou d'une autre, ces terroristes reprennent le chemin du terrorisme. On le voit pas plus tard qu'il y a quelques instants, Ali Waked soulignait le fait qu'il y a 80 terroristes palestiniens qui ont été libérés au moment de l'échange avec Gilad Shalit, qui ont été recapturés à nouveau par les forces de sécurité israéliennes, des terroristes dont le Hamas exige d'ores et déjà la libération, y compris pour la poursuite des négociations qui se dérouleraient actuellement en vue d'un accord de trêve entre Israël et l'organisation intégrée. Voilà, des négociations secrètes et indirectes qui battent leur plein donc entre Israël et le Hamas depuis plusieurs mois. Merci beaucoup Daniel pour toutes ces précisions depuis Jérusalem. Et précisément, on va revenir sur ces précédentes affaires d'enlèvement et de libération, d'échange de prisonniers avec vous. Betsabé, on a deux affaires en tête. Oui, alors on a bien sûr Gilad Shalit. En 2006, le jeune caporal est victime d'une embuscade à la frontière avec Gaza. Il est enlevé. Alors Ehud Olmert, le Premier ministre de l'époque, refuse de négocier. Or, les forces israéliennes ne parviennent pas à localiser le jeune caporal. Du coup, Israël décide de lancer, dans la nuit du 27 au 28 juin 2006,
l'opération Pluie d'été. Objectif, la libération du soldat Shalit. Des frappes, des incursions, des centaines de blessés, des centaines de morts. En revanche, eh bien, l'objectif, lui, n'est pas atteint. C'est finalement la libération, Daniel vient de dire, d'1 millier de prisonniers palestiniens qui est la contrepartie de l'accord qui est annoncé en octobre 2011 pour la libération de Gilad Shalit. Il aura donc fallu 5 ans d'âpres négociations pour que les deux parties acceptent les modalités de l'accord et s'entendent sur le profil des prisonniers concernés. Deuxième affaire, 2 soldats sont concernés, Eldad Regev et Ehud Goldwasser. Les soldats de Tzahal sont enlevés cette fois-ci par le Hezbollah et ça se passe en 2006 toujours, mais à la frontière avec le Liban alors qu'ils étaient à bord de leur jeep qu'ils patrouillaient. Et les services de renseignement de l'État hébreu là sont pessimistes. Ils estiment d'emblée que les 2 hommes ne sont plus en vie. Les familles, elles, gardent espoir malgré tout. Et finalement, ce sont effectivement 2 cercueils que le mouvement chiite livre à la Croix-Rouge internationale, qui est maître d'œuvre de l'opération. Ce sera 2 ans plus tard, en 2008, découverte d'autant plus dramatique que ces corps ont été récupérés en échange, une fois encore, de 5 prisonniers libanais. Parmi eux, on s'en souvient, Samir Kuntar, un Druze qui avait participé à une opération qui avait coûté la vie à 4 personnes, dont une petite fille en Israël. On s'en souvient, c'était en 1979. Voilà pour ces précédents. Merci beaucoup, Betsabé. Voilà, et on touche à la fin de cette édition. Je vous en rappelle évidemment cette principale information. La censure militaire israélienne a autorisé ce matin publication une information selon laquelle le Hamas détiendrait 2 citoyens civils israéliens. Il s'agit d'Abraham Mengistu, un jeune israélien d'origine éthiopienne, âgé de 28 ans, et d'un jeune civil citoyen arabe israélien bédouin originaire de la ville de Khoura. Voilà, différentes versions circulent toujours sur leur sort. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que ces 2 citoyens israéliens ont disparu depuis plusieurs mois déjà. Les faits remontent au mois de septembre pour Abraham Mengistu et au mois d'avril pour ce jeune bédouin. Ils auraient tous 2, de leur plein gré apparemment, franchi la frontière et se seraient rendus dans la bande de Gaza. On continue évidemment de développer cette information tout au long de nos éditions. Merci de votre fidélité à i24 News. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Portez-vous bien et à demain.